Bonjour, en octobre dernier, je vous avais exposé les grandes lignes de mon livre sur la crise financière et j'ai pensé qu'à l'approche des élections européennes, il pouvait être utile de vous dire quelques mots de l'euro, de la monnaie unique. Les dirigeants européens tiennent depuis plusieurs années toujours le même discours à ce sujet, à savoir qu'il n'y a pas d'autre politique économique possible, ce qui signifie toujours plus d'austérité, et qu'il est impossible d'avoir un débat sur la monnaie unique. L'euro n'est pas une religion, ce n'est pas un sanctuaire dont on n'aurait pas le droit d'approcher. C'est un problème économique, c'est un système monétaire, et on doit pouvoir en discuter comme de n'importe quel problème économique. Vous savez, la situation actuelle me rappelle un petit peu celle des années 30. Au lendemain de la crise financière de 1929, les principaux pays occidentaux avaient décidé de se rattacher, de rétablir, de restaurer le système de l'étalon or. Et ils avaient fait pour ça des efforts considérables. Ceci s'était accompagné de mesures d'austérité importantes. Et puis, devant les résultats absolument dramatiques de ces politiques, ils ont décidé ensuite de s'en affranchir. Roosevelt a donné un très bon exemple de cet affranchissement le jour où il a dévalué le dollar de 41% en 1933. Mais en Europe, quelques pays avaient décidé de maintenir l'ancien système. C'est ce que l'on a appelé le bloc or. Au printemps 1936, en pleine campagne électorale, Léon Blum avait affirmé qu'en aucun cas il ne romprait le lien entre le franc et l'or. Et puis, 3 mois après avoir été désigné président du Conseil, en septembre 1936, il a décidé courageusement d'une dévaluation du franc. Et on a vu ensuite la situation économique s'améliorer. Cet exemple des années 30 est une très bonne illustration de ce qu'on appelle l'aveuglement des élites, l'entêtement des élites. Et je ne crois pas que ce soit populiste que de tenir de tels propos. L'aveuglement des élites, on l'a rencontré à plusieurs reprises dans l'histoire, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique, sur le plan militaire. On en a eu un très bon exemple dans une période plus récente, dans les années 70, 80, 90, lorsque les élites anglo-saxonnes ont pensé qu'on allait doper la croissance en dérégulant la finance. Le résultat a été cataclysmique et on en souffre encore aujourd'hui. Par conséquent, en matière monétaire, en matière économique, il ne faut surtout pas avoir de préjugés, d'idées préconçues. Il faut s'en tenir à une analyse économique, ne pas trop mêler la politique. La politique, naturellement, fait partie des conclusions que l'on tire de l'analyse économique. Mais il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Les dirigeants européens font d'abord de la politique avant de faire de l'économie. Lorsqu'ils déclarent que l'euro, c'est l'Union européenne, c'est l'Europe, et qu'il n'y a pas d'autre solution possible qu'autrement, eh bien, c'est la paix en Europe qui risque d'être menacée. C'est précisément de la politique. C'est un discours que l'on ne peut pas recevoir. Il faut au contraire regarder les réalités en face et ensuite tirer des conclusions politiques. Analyser d'une manière relativement froide les dysfonctionnements de la monnaie unique. Le dysfonctionnement essentiel, celui qui résume tous les autres, c'est naturellement le fait que l'on ait réalisé la monnaie unique avant même d'avoir essayé d'établir une convergence dans les politiques économiques et sociales. Toutes les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui étaient prévisibles à partir du moment où on commettait cette erreur. Et en plus, on a fait reposer le fonctionnement de la monnaie unique uniquement sur des critères budgétaires et monétaires. Dès les années 90, en réalité, on pouvait avoir des indices des dysfonctionnements qui allaient arriver. J'en retiendrai 2. Le premier, c'est l'élargissement des marges de fluctuation au sein du système monétaire européen en 1993. À l'époque,
on est passé de marge de fluctuation de 2,25% à 15%, ce qui voulait dire en réalité 30%. Et tous les pays d'Europe du Sud ont saisi cette opportunité pour dévaluer leur monnaie. La Grèce a même dévalué jusqu'en 1998. C'était un très mauvais présage sur la possibilité ensuite d'avoir des parités fixes. A l'inverse, et c'est un autre indice des problèmes qu'on allait rencontrer après, la France a décidé de maintenir une parité fixe tout au long des années 90 face au Deutschmark. Il en est résulté une envolée des taux d'intérêt et par conséquent une croissance extrêmement ralentie. La croissance française de 1990 à 1996 est de 1% en moyenne. Donc on était en face de difficultés tout à fait prévisibles. Alors ensuite, l'euro a été créé en 1999 et aujourd'hui il a 15 ans d'existence. Les dysfonctionnements de la monnaie unique tout au long de ces 15 années, on peut les résumer de 3 façons. Premier type de dysfonctionnement, c'est la difficulté d'avoir une politique de taux unique pour des pays qui ont des évolutions structurelles, conjoncturelles différentes. On a eu l'exemple de l'Espagne tout au long des années 2000. L'Espagne a un taux d'inflation moyen qui est compris entre 3 et 4%. Il aurait fallu augmenter les taux d'intérêt. Ce n'était pas possible parce que dans le même temps, l'Allemagne devait financer sa réunification et avait besoin de taux relativement bas. Et aujourd'hui même, on est dans une situation équivalente où c'est l'Allemagne qui souhaiterait avoir une hausse des taux parce qu'elle craint une bulle immobilière et où au contraire, les pays d'Europe du Sud ont des taux d'inflation proche de zéro, voire même négatif depuis quelque temps. Par conséquent, on est dans une grande difficulté pour gérer la politique monétaire avec un taux unique quand les évolutions sont divergentes. Deuxième type de dysfonctionnement, c'est naturellement le problème des parités fixes, des parités que l'on dit immuables. Je vous rappellerai d'abord une chose, c'est que pendant toute la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 90, la France dévalue sa monnaie par rapport au Deutschmark de 10 à 15% tous les 10 ans. Dans les années 80, la dévaluation atteint même 28% par rapport au Deutschmark. Vous imaginez bien le choc d'une violence extrême le jour où on décide que tout ceci est terminé et que l'on entre dans un système de parité fixe, de parité immuable. Il n'est pas du tout dit que l'on puisse le surmonter. Autre problème avec ces parités fixes, c'est ce qu'avait annoncé très bien la théorie économique. La théorie économique disait qu'à partir du moment où on créait une monnaie unique, à partir du moment où il n'y avait plus cette appréhension des modifications de parité, eh bien les zones les plus compétitives devenaient encore plus compétitives. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis 15 ans. Au début des années 2000, les balances commerciales françaises et allemandes étaient à peu près équilibrées. Eh bien aujourd'hui, on a un excédent de la balance commerciale allemande de 200 milliards d'euros en 2013 et un déficit de la balance commerciale de 60 milliards. Les zones compétitives sont devenues plus compétitives et celles qui ne l'étaient pas souffrent beaucoup, notamment en Europe du Sud. Autre élément qui me paraît très important, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même monde qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'univers est fait de parités flexibles, de parités variables, de parités qui s'ajustent à tout moment. La zone euro est une exception, j'allais dire une anomalie, avec la zone CFA également qui lui est liée, bien sûr. Mais il n'y a pas d'autres régions dans le monde où les parités soient fixes, et donc on imagine très bien que la monnaie unique peut être un espèce de corset qui fait mal à tous les pays qui en font partie. J'ajoute une chose, c'est l'expérience économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Tous les pays industriels qui ont rencontré une période de crise sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale,
eh bien, ont utilisé 3 éléments pour résoudre leurs problèmes. Premier élément, des mesures de rigueur. Deuxième type de solution, des réformes structurelles. Et troisième solution, une dévaluation. Il n'y a pas d'exception. Quand on nous cite les exemples du Canada, de la Suède, de la Finlande, qui ont eu le courage au début des années 90, les années 90-92, de faire les réformes structurelles, on oublie toujours de rappeler que ces pays ont connu une dévaluation significative, entre 23% et 40%. C'est un élément très important et je pense que l'honnêteté intellectuelle devrait être, surtout pour des experts qui connaissent parfaitement l'histoire économique, de rappeler cet élément. Et d'ailleurs, dans la période récente, toute récente, on me posait récemment la question dans un débat public de savoir pourquoi l'Islande s'était redressée aussi rapidement et pourquoi la Grèce était toujours dans cette situation extrêmement délicate. Eh bien, j'ai répondu, c'est très simple, l'Islande a pu dévaluer de 50%, la Grèce n'a pas pu dévaluer. Donc voilà, le problème des parités fixes est un problème extrêmement compliqué dans un univers où les parités, encore une fois, sont variables. Et alors le troisième type de dysfonctionnement, c'est naturellement le problème de la surévaluation de la monnaie. L'euro, depuis sa naissance, a été surévalué, c'est-à-dire depuis 15 ans, a été surévalué pendant pratiquement toute la période, à l'exception de 2 ans, 2 ans et demi. Et par conséquent, il en résulte une désindustrialisation dans toute l'Europe du Sud, y compris en France, qui avait été soulignée par le rapport gallois il y a 1 an et demi, et puis une situation économique de plus en plus préoccupante où nous tangentons une situation déflationniste. La surévaluation de la monnaie, elle n'est pas surprenante. Elle s'explique par le fait que cette monnaie a été construite sur des critères de stabilité monétaire, des critères qui étaient ceux de l'Allemagne dans la gestion de sa monnaie. Par conséquent, voilà aujourd'hui, de manière objective, les dysfonctionnements que l'on a observés depuis 15 ans et non pas depuis 6 mois et qui doivent nous faire réfléchir. Lorsque la crise de la monnaie unique a éclaté au printemps 2010, il y a eu un véritable déni de la possibilité d'une crise de la monnaie unique par tous ceux qui avaient porté sur les fronts baptismaux l'euro. Et il y a eu de ce fait une erreur de diagnostic. Les dirigeants européens ont décrété qu'on était en face d'une crise de la dette publique, alors qu'à l'exception de la Grèce qui avait falsifié ses comptes, c'était partout un problème de dette privée et de fonctionnement de la monnaie unique. Et par conséquent, à partir du moment où on a fait cette erreur de diagnostic, on a appliqué une mauvaise politique, une mauvaise thérapie. On a appliqué une politique d'austérité, une politique de réduction massive des dépenses publiques et des mesures qui sont extraordinairement douloureuses pour tous les pays d'Europe du Sud et maintenant en France. J'ajoute que ces politiques coûtent très cher. On le sait bien quand on regarde la croissance qui est complètement anémique, proche de 0. On nous dit que ça va repartir, mais enfin pour l'instant on est avec des niveaux de croissance très faibles. Et puis on observe également les taux de chômage qui sont extraordinairement élevés, notamment pour les jeunes, ce qui est insupportable. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est le coût financier sur lequel les gouvernements sont vraiment très discrets, très peu transparents vis-à-vis des citoyens. Et je vous citerai simplement 2 chiffres. D'abord la Grèce. Les plans de sauvetage qui ont été mis en place depuis le printemps 2010 pour aider la Grèce représentent 25 fois les plans de sauvetage qui avaient été mis en place pour sauver l'Argentine en 2000-2002. Et pourtant, la crise argentine était considérée comme systémique, très importante. Un coût très élevé de tous ces plans en Grèce, avec un résultat qui laisse quand même très interrogatif
sur l'efficacité de toutes ces mesures. Quand on voit que la dette publique est aujourd'hui de 177% du PIB, et quand on voit le taux de chômage des jeunes qui est de 60%, ce qui, un jour ou l'autre, peut déboucher sur une grave crise politique. L'exemple de la France est également tout à fait significatif, puisque les sommes qui ont été déboursées par la France pour aider tous ces pays en difficulté représentent 85 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent d'une fois et demie l'impôt annuel sur le revenu. C'est un montant très élevé, et soit dit en passant, il ne figure pas dans la dette publique française. Là aussi, transparence, transparence. Autre élément sur lequel je voudrais dire un mot, parce qu'il me paraît important, même si actuellement on en parle très peu, c'est le problème de gouvernance de la zone euro. J'évoquais à l'instant le problème de transparence vis-à-vis des citoyens. Je pense que cela va beaucoup plus loin que ça, puisque, en quelque sorte, depuis plusieurs années, le pouvoir politique ruse avec les citoyens, ne les associe que très peu aux évolutions, y compris dans les modifications des traités. Mais il y a un autre problème qui est le problème de la gouvernance de la BCE. La BCE s'est arrogée vis-à-vis des États des pouvoirs absolument considérables, sans équivalent dans d'autres régions du monde. La mission de la Banque centrale dans tous les pays du monde, c'est d'être aux côtés des États. Eh bien, en Europe, au sein de la zone euro, il en va différemment. La BCE se met en face des États pour négocier les réformes structurelles, comme on le voit notamment dans le fonctionnement de la Troïka. C'est un problème pour l'avenir. La BCE actuellement rassure les marchés, donc tout le monde ferme les yeux sur ces problèmes de gouvernance, mais c'est un problème pour l'avenir. On nous dit il faut poursuivre la même politique, il faut continuer. Certes, c'est douloureux, mais avec des ajustements dans le domaine social, on arrivera à rendre les choses moins douloureuses. Peut-être que demain, une évolution du Parlement européen vers une tendance plus progressiste permettra d'adoucir les choses. En réalité, ce discours est très difficile à partager parce que il y a des souffrances terribles pour les populations et il arrivera un moment où le courage, ce sera de dire « eh bien, ce n'est plus possible, nous sommes dans une impasse ». Vous savez, la monnaie unique, ce n'est pas comme une ardoise magique. On ne peut pas, pendant 2 ou 3 ans, faire des erreurs et puis décider qu'on efface tout et qu'on recommence, qu'on va repartir avec de bonnes résolutions. Au bout d'un certain temps, il faut avoir le courage, la force de dire les choses et de voir comment on peut mener une autre politique. Alors, quelle peut être cette autre politique? Une politique qui serait de nature aujourd'hui à sauver la monnaie unique. Il y a plusieurs pistes. Une des premières pistes que je voudrais évoquer, c'est ce que l'on appelle le saut fédéral, c'est-à-dire basculer vers le fédéralisme. Ce qui a une certaine logique, puisqu'en principe, quand il y a une monnaie unique, il y a des structures fédérales. Mais je pense personnellement que ce serait prendre un pari fou, un pari beaucoup trop risqué. La monnaie unique était déjà un pari dont on voit bien qu'il a généré quantité de difficultés qu'on n'est pas sûr du tout de pouvoir les surmonter. Demain, faire un saut fédéral, ce serait aller au-devant de difficultés, surtout dans un contexte, et de conflits peut-être, dans un contexte où les citoyens ont tendance de plus en plus à rejeter cette option. En tout cas, rien dans ce domaine ne peut se faire sans les citoyens. Autre option, c'est ce qu'on appelle les eurobonds, des financements mutualisés, un élargissement des pouvoirs de la BCE, etc. En fait, toutes ces solutions proposées par les experts, ce sont des techniques financières, ce sont des expédients, mais cela ne règle rien sur le fond. Et puis, soit dit en passant, les eurobonds, il n'y a pas de miracle, leur taux sera intermédiaire entre les taux allemands et puis les taux espagnols et italiens. Autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la solidarité financière, l'union de transferts financiers. Normalement, dans un régime de monnaie unique, ce système devrait être déjà en place, c'est-à-dire que les pays d'Europe du Sud devraient faire des transferts très importants en faveur des pays
les pays d'Europe du Nord, pardon, devraient faire des transferts très importants en faveur des pays d'Europe du Sud, de manière à compenser les effets que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'accélération des avantages compétitifs, les déséquilibres en Europe, ce qu'on appelle la polarisation. Ceci n'est pas du tout en place, pas du tout, et j'ai vraiment des doutes sur la possibilité de mettre rapidement en place des transferts financiers de cette importance. Quand on voit que l'année dernière, le budget européen pour les 6 années qui viennent a été réduit de 3%, quand on voit que l'union bancaire s'est finalement traduite par une solidarité financière extrêmement faible, et puis je vous dirais que mon expérience de régulateur, qui a vu de près les choses en Europe, me conduit à penser que systématiquement, les États donnent priorité à leurs intérêts et non pas du tout à une gouvernance européenne, même lorsqu'il y a un risque global, un risque systémique. C'est très regrettable, mais c'est comme ça. Alors la solution qui reste, et c'est un chemin qui est très compliqué, c'est la convergence des politiques économiques et sociales. Celle-ci doit se traduire, devrait se traduire de manière prioritaire dans l'harmonisation des politiques économiques, c'est-à-dire dans une relance de manière urgente de la croissance de la part des pays qui ont des excédents courants, qui ont des équilibres budgétaires, des finances équilibrées. Si on n'obtient pas ça, eh bien on va se retrouver très vite dans une situation où on aura un engrenage absolument détestable des politiques d'austérité et des déséquilibres des finances publiques. Autre point important dans la convergence des politiques, je le mentionne simplement, mais il est considérable, d'une importance considérable pour les générations futures, c'est le problème de la politique énergétique et de la politique environnementale. On constate que depuis le départ, le marché des droits de carbone en Europe est un fiasco total, alors qu'il aurait fallu faire une taxe carbone. On constate que les politiques énergétiques françaises et allemandes sont diamétralement opposées. Autre élément de convergence, c'est la politique fiscale. On ne peut pas vivre en Europe avec un marché unique, une monnaie unique et des paradis fiscaux en plein cœur de la zone euro. Ce n'est pas possible et pour l'instant, rien ne bouge dans ce domaine. Alors il y a le problème également de la convergence des modèles sociaux. C'est un problème considérable, très important, notamment entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a un modèle qui est libéral et décentralisé. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours la même politique qui est appliquée. d'Erhard à Schmitt, à Kohl, à Schröder et à Merkel. La même politique. La France, au contraire, a un modèle social qui est inspiré des valeurs de la libération, qui repose sur un socle très étendu, qui est un socle également égalitaire, des valeurs fortes et un modèle qui est également très centralisé et de type jacobin. Faire converger ces modèles sociaux, parce que sinon c'est extrêmement difficile de faire une monnaie unique, eh bien cela ne peut se faire que si chacun fait un bout de chemin l'un vers l'autre. Ce n'est pas possible d'imaginer que la France renonce à son modèle social pour rejoindre le modèle libéral, qui est beaucoup plus proche du modèle anglo-saxon. Et puis enfin, j'évoquerai très rapidement le problème de la convergence des modèles économiques. L'Allemagne a aujourd'hui un modèle économique qui est entièrement tourné vers le commerce extérieur, et ceci s'est accéléré très fortement depuis une dizaine d'années. Le commerce extérieur représente 76% du PIB allemand, alors qu'en France, on a au contraire un modèle économique qui est tourné vers le soutien de la consommation et le pouvoir d'achat des classes moyennes. Le commerce extérieur représente 47% du PIB français. Vous voyez bien deux modèles différents. Ce qui serait inacceptable, c'est qu'à défaut de convergence dans ces différents domaines que je viens d'évoquer, eh bien on dise régulièrement ou de manière permanente, on va faire des ajustements avec des dévaluations internes. C'est-à-dire, comme on le fait actuellement, peser sur les coûts salariaux, sur les charges sociales. C'est un système qui peut être pratiqué à la marge pour 2 ou 3%, comme on le fait avec le CICE,
Mais la France ne rattrapera pas 15%, voire 20% de différence de compétitivité par rapport à l'Allemagne. C'est un système qui rappellerait les années 30 et qui est inacceptable. Aujourd'hui, l'euro est à la croisée des chemins. Il faut absolument qu'un débat s'engage et que tout le monde s'implique dans ce débat. Tous les pays de la zone euro. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un discours officiel réservé à la BCE, à la Commission, à l'Allemagne. Tous les pays de la zone euro doivent s'exprimer parce que la situation est suffisamment sérieuse. Et la France doit également rééquilibrer sa relation avec l'Allemagne. Il faut de temps en temps savoir taper du poing sur la table. Vous savez, si en 1965, le général de Gaulle n'avait pas pratiqué ce qu'on a appelé la politique de la chaise vide, c'est-à-dire que pendant 1 an, il avait exigé la mise en place d'une politique agricole commune, eh bien aujourd'hui, les agriculteurs français n'auraient pas cet appui de l'Europe. Par conséquent, il est absolument indispensable d'avoir ce débat. Et pour cela, je pense que la France doit perdre ses complexes. Il faut que la France devienne audible. Après tout, nous avons des atouts. Je citerai en passant le fait que la France contribue d'une manière importante à la sécurité de l'Europe avec le Royaume-Uni. Nous consacrons 2 fois plus que les Allemands aux dépenses militaires, 2 fois plus par habitant. Par ailleurs, nous avons une démographie qui est forte. Si d'ici 30 ans, les tendances n'ont pas été modifiées, les experts disent que la population française aura rattrapé la population allemande. Nous avons une épargne record en Europe. Le taux d'endettement des ménages français est un des plus faibles d'Europe. Tout ceci, ce sont des éléments qui doivent nous donner confiance et des éléments également de bonne santé économique. On ne peut pas réduire le jugement sur la santé économique à des critères budgétaires. Ça, c'est pas possible. Ce que doit faire la France, naturellement aussi, et il y en est beaucoup question actuellement, c'est faire des réformes de structure. Mais des vraies réformes de structure, pas de nouveaux prélèvements sur les revenus. Parce que si nous ne faisons pas ces réformes, eh bien nous aurons du mal à nous faire entendre en Europe. Enfin, l'objectif que nous devons avoir pour les mois qui viennent, c'est la relance de la croissance. Et une relance de la croissance, encore une fois, qui vienne des pays qui peuvent la faire et qui ont aujourd'hui une situation financière qui leur permettent d'agir rapidement. Si nous n'obtenons pas rapidement cette relance de la croissance, eh bien il faudra passer à autre chose. Il faudra avoir le courage de passer à autre chose. Alors, cela peut être la monnaie commune. La monnaie commune aurait l'avantage de préserver l'euro pour toutes les transactions extérieures, les transactions commerciales ou financières. En revanche, on aurait sur le plan intérieur des monnaies nationales qui seraient ajustées à intervalles réguliers, tous les ans, tous les 2 ans, en fonction de l'évolution de la compétitivité. Et ce seraient les gouvernements qui décideraient d'un commun accord de ces modifications de parité. Je vous rappelle au passage que d'ores et déjà aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui sont responsables de la politique de change. On aurait donc des éléments de continuité et puis, en revanche, une nouveauté, c'est la flexibilité qui serait instaurée dans le fonctionnement de la monnaie européenne avec cet aménagement des parités nationales. Maintenant, si on n'y arrive pas, eh bien, on peut aussi abandonner la monnaie unique. Ça peut se passer sans drame. On a tendance à considérer, dans certains cas, et notamment ceux qui, bien sûr, ont été à l'origine de la création de la monnaie unique et qui ne veulent pas se déjuger, que l'abandon de la monnaie unique, ce serait le chaos. Mais on nous raconte beaucoup d'histoires. La dette publique aujourd'hui, française, elle est entièrement libellée en euros. Demain, si l'euro disparaît, la dette publique française n'augmente pas de moitié ou de 100% comme on le dit parfois. Elle reste inchangée. Le problème que l'on pourrait avoir, d'abord, naturellement, il y aura des turbulences pendant un certain temps. Mais au moins, on verrait le bout du tunnel. Et puis, ce qui est indispensable, le problème que l'on peut avoir, c'est que les banques gèrent mal leurs risques. Et là, il est vrai que si l'euro avait implosé au printemps 2010, ça aurait été une crise d'une gravité
très importante, parce que les banques considéraient à l'époque qu'une dette sur la Grèce, une créance sur la Grèce, c'était comme une créance sur l'Allemagne. Donc aujourd'hui, les risques sont beaucoup mieux gérés et la situation est beaucoup plus maîtrisable. Mais dans tout cela, la question qui devrait habiter l'esprit de nos dirigeants, c'est de savoir si la zone euro, le fonctionnement de l'euro aujourd'hui est une zone économique optimale. Est-ce que cela permet d'atteindre ce but qui normalement était à l'origine de la monnaie unique? Si ce n'était pas le cas, si on s'installait en quelque sorte dans un monde absurde, eh bien, ce serait extrêmement grave. Et il y a des moments où on peut se demander si on n'est pas déjà dans ce monde absurde. Vous savez, c'est un monde qui pourrait ressembler à celui des Shadocks, où on dirait il faut pomper, ça ne marche pas, mais au moins on a le sentiment que l'Europe existe. Eh bien, très franchement, l'Europe mérite mieux que ça. Il est indispensable aujourd'hui, précisément pour sauver l'Europe, de regarder les réalités en face et de savoir courageusement en tirer les conclusions.